événement particulier qui l'attend dans la capitale israélienne. En direct justement de Jérusalem, on retrouvera dans un instant, me dit-on, Christopher Barolin qui est tout près donc du stade Teddy pour parler des Maccabéades. En attendant, on va accueillir nos invités. Et tout d'abord Daniel Haïk, notre analyste politique. Bonjour Daniel. Gérard Vespierre est également avec nous depuis Paris. Merci à vous, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, la FEMO, et fondateur du web magazine Le Monde Décrypté. Vous êtes spécialiste des questions énergétiques. D'ailleurs, peut-être un petit mot pour commencer avec vous sur l'un des enjeux, on va le rappeler peut-être si besoin était, de l'étape saoudienne à partir de demain pour Joe Biden. Une rencontre qui est prévue a priori avec le prince héritier MBS. Et il s'agira de demander aux Saoudiens de produire plus de pétrole pour que les cours redescendent quelque peu, pour contrer un petit peu l'inflation aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, Joe Biden, par le biais de la réelle politique, est obligé d'avoir recours au service de l'Arabie Saoudite pour finalement ses intérêts électoraux ? Écoutez, tout le monde doit faire un peu plus. Les États-Unis sont toujours à peu près à 1 million de barils par jour en dessous de leur seuil de production avant Covid. Donc les États-Unis peuvent faire un peu plus de leur côté. Ils ont déjà beaucoup contribué en baissant leur stock. Mais effectivement, 500 000 barils par jour, par exemple, de la part de l'Arabie Saoudite serait vraiment quelque chose de très appréciable. Cela représente grosso modo 4,5% de leur production. Donc voilà, ce n'est pas un pas énorme à franchir, mais c'est une décision politique vis-à-vis de la Russie. Justement, on a le sentiment quelque part que quelques mois après son accession à la Maison-Blanche, Joe Biden a pris conscience que la réelle politique prenait le dessus, souvent sur certains idéaux moraux. Il avait déclaré comme paria le prince MBS. Est-ce que c'est quelque part un petit échec pour lui de devoir rencontrer, visiblement ça va se faire, le prince héritier saoudien ? Écoutez, le fleuve continue à couler à chaque seconde, chaque minute, chaque jour, n'est-ce pas ? Le plus grand critique de Mohamed Ben Salman a été Monsieur Erdogan, qui vient d'accueillir le prince héritier en Turquie et qui l'a personnellement reconduit jusqu'à son avion parce qu'il a beaucoup besoin des ressources saoudiennes étant donné les difficultés économiques turques. Vous voyez, donc tout le monde finalement a sa réelle politique, tout le monde doit faire face à ces situations réelles, concrètes, et donc il y a besoin de dialogue et de coopération. Vous restez avec nous, évidemment, Gérard Vespierre. Un expert, justement, du Moyen-Orient et des questions énergétiques. Gérard Vespierre, merci d'être resté avec nous. Justement, question sur le nucléaire iranien, cette fois-ci. On en parlait il y a quelques instants, parce que certains experts estiment aussi que Joe Biden serait venu au Moyen-Orient pour avertir ses alliés qu'un accord 2.0, si on peut dire, sur le nucléaire iranien serait en voie d'élaboration avec l'Iran, pour les rassurer à ce propos. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on se dirige vraiment vers ça ? Parce que les signaux, il faut le dire, ne vont pas vraiment dans ce sens, ces dernières semaines en tout cas. Écoutez, il y a effectivement deux longueurs d'onde à ce sujet. Il y a quand même des négociations qui durent maintenant depuis un peu plus d'un an. Donc on devrait pouvoir aboutir. Mais d'un autre point de vue, n'est-ce pas, s'il y a un accord, cela veut dire que le pétrole iranien va pouvoir revenir sur le marché mondial, c'est-à-dire 500 000, 1 million, 1,5 million de barils par jour. Or, il y a une puissance actuellement qui ne veut absolument pas qu'il y ait un tel afflux de pétrole sur le marché mondial, c'est la Russie qui tient à des prix hauts pour financer sa guerre. Donc il y a effectivement une influence russe certainement derrière le rideau pour prolonger cette situation de non-accord et de prix élevés du pétrole. Donc d'un côté, les États-Unis, les Européens travaillent à un accord, mais de l'autre côté, peut-être il y a vraisemblablement même des influences pour retarder cet accord. L'influence contraire. Justement, qu'est-ce que penserait d'après vous l'Arabie Saoudite si un nouvel accord venait à être mis en œuvre avec l'Iran ? L'objectif de tous les partis autour de la table, n'est-ce pas, et vous l'avez rappelé tout à l'heure dans la rencontre entre les deux présidents, c'est no nuclear Iran, pas d'Iran nucléaire. Donc avec l'accord de 2015, on avait aussi construit une situation où il n'y avait pas
d'Iran nucléaire, puisque le nombre de centrifugeuses avait été divisé par 3, n'est-ce pas? Avant l'accord, il y avait 15 000 centrifugeuses d'enrichissement. Elles étaient descendues à 5 000 seulement, donc pour fournir de l'uranium pour les centrales nucléaires civiles. Donc, voyez-vous, il y a des dispositifs en place qui permettent d'avoir un accord et pas d'Iran nucléaire, si effectivement l'Iran respecte sa parole. Mais dans tous ces débats, il y a un énorme absent, c'est la population iranienne. On parle que du régime iranien, or les Iraniens sont dans la rue de plus en plus, et là, il pourrait y avoir des événements dans les prochaines semaines ou mois tout à fait inattendus. Effectivement, ce qui pourrait évidemment changer la donne. Alors, puisqu'on parle ici de l'Arabie Saoudite et de ce projet de normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, est-ce que pour vous, ce serait vraiment une révolution régionale? Est-ce que l'Iran pourrait se sentir inquiété de voir ces deux pays, qui sont deux de ses plus grands rivaux, normaliser leurs relations au grand jour? David, je pense que la révolution a déjà commencé, puisque demain, n'est-ce pas, pour la prière du vendredi au sommet du mont Arafat, eh bien, c'est l'imam appelé imam sioniste, donc imam saoudien, qui s'est rendu à Auschwitz il y a quelques années en présence du président d'une importante association juive américaine. Donc, voyez-vous, il y a là un signe politique, c'est une décision prise par Mohamed Belsalman de demander à cet imam de prononcer ce prêche. Donc un imam qui s'est rendu déjà à Auschwitz. Donc il y a là un message de communication, un message politique, un message diplomatique très très fort. Les choses continuent à bouger dans toute la région. Donc on multiplie les signaux, c'est ce que vous dites. Et finalement, on pourrait penser que tout cela ne dépend que au départ du pouvoir du roi actuel, le roi Salman, et de la prise du pouvoir définitive en bonne et due forme par le prince MBS. C'est ça finalement qui pourrait amener pour de bon cette normalisation? Vous pensez que ça dépend de ça? Alors ça, c'est effectivement un facteur propre à la famille régnante saoudienne, mais comme on vient d'en parler au cours de cette heure, n'est-ce pas, il y a beaucoup de facteurs extérieurs, et le facteur iranien est un facteur de cohésion à l'intérieur de la collectivité du Conseil de coopération du Golfe. N'oublions pas qu'il y a quelques années, le Qatar était mis au banc du Conseil de coopération. Il n'est simplement revenu que depuis 2 ans. Donc il y a aussi du côté du Conseil de coopération une unanimité, les mouvements des Émirats arabes unis, du Bahreïn vers Israël. Donc tout cela prouve bien qu'il y a une continuité diplomatique qui est en train de se mettre en place. Voilà, dans le sens de l'histoire visiblement. Merci beaucoup Gérard Lespierre, vous restez avec nous en direct de nos studios à Paris. Une petite parenthèse sécuritaire avec vous. On voulait votre avis sur cette impression qu'on a vue d'ici, en tout cas au Moyen-Orient. Eh bien, c'est que cette région du Moyen-Orient, elle intéresse peut-être un peu moins les États-Unis qu'il y a une dizaine, une vingtaine d'années, que finalement, eh bien, les regards aux États-Unis sont tournés beaucoup plus vers l'Asie-Pacifique, vers la rivalité avec la Chine, et que, eh bien, l'essentiel pour Washington aujourd'hui, ce serait de ne pas se créer de nouveaux ennuis au Moyen-Orient. Est-ce que ça, c'est un diagnostic que vous partagez, vous? Pas tout à fait, parce que si nous avons une analyse en termes de priorité, n'est-ce pas? Eh bien, admettons que les États-Unis aient une priorité numéro 1, mais à partir du moment, c'est-à-dire la Chine et le Pacifique, mais à partir du moment où vous avez une obligation vers cette priorité numéro 1, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de priorité numéro 2 et numéro 3. Donc, je crois qu'on a fait une erreur fondamentale, ou en tout cas, il était bienvenu de laisser aller cette idée que bien les États-Unis se détournaient de l'Europe, se détournaient du Moyen-Orient. Tout cela est archi faux. La présence américaine, militaire, économique, diplomatique n'a jamais été aussi importante avant même le surgissement de la guerre en Ukraine vis-à-vis de l'Europe, et donc aussi vis-à-vis de la région du Moyen-Orient, n'est-ce pas? La décision, l'orientation plus exactement du MESA, du Middle East Strategic Alliance, qui était présenté plus ou moins comme un
tentative parallèle à un OTAN régional du Moyen-Orient, eh bien, remonte à quelques années. Donc, voyez-vous, il y a toujours un regard important de Washington vers le Moyen-Orient parce qu'il y a là des ressources, il y a là une histoire, n'est-ce pas? Et puis, il y a une demande. N'oublions pas que 2016 a vu le démarrage de la vision 2030 en Arabie Saoudite et cette demande de technologie, cette ouverture sociétale, eh bien, elle existe, elle se prolonge, elle se développe. Et je crois que là, nous avons aujourd'hui le franchissement d'étapes très importantes. Alors justement, vous pensez qu'entre-temps aussi... vous pensez, Gérard Vespierre, que le Moyen-Orient, cette région, a pris finalement un peu plus d'indépendance, qu'elle est plus libre aussi de ses choix, de défendre par elle-même ses intérêts, et aussi à la faveur finalement du désengagement relatif des États-Unis dans cette région? Il est difficile de parler d'indépendance quand le monde se dirige toujours plus vers de l'interdépendance, n'est-ce pas? Voilà, quand on évoque la technologie, les besoins technologiques de l'Arabie Saoudite, les développements technologiques d'Israël, les besoins technologiques et les envies et les projets des Émirats arabes unis, eh bien, tout cela converge. Il y a besoin effectivement d'échanges de plus en plus nombreux et donc les échanges ne vont pas vers l'indépendance mais vers l'interdépendance. On retiendra ce mot, interdépendance, effectivement, en arrière politique également. Merci beaucoup à vous, Gérard Vespierre, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission.